Dans l'idéal, il faudrait parler de Void Crew. Mais on va pas en parler puisqu'on en a déjà parlé il y a presque 2 épisodes de ça, puisque en fait avec toi Arthur Jacquet, on va avoir le plaisir dans un pixel près de finir l'arc de la coopération qu'on a initié il y a un petit moment où en fait on parlait ensemble de des différents jeux de coopération. On se posait la question notamment depuis Portal, depuis même Altered Beast, etc. Avec, les vieux jeux comme Gunanax et tout, qu'est-ce que c'était vraiment la coopération et comment est-ce qu'on pouvait l'introduire via les jeux. Mais c'est justement ça, mon cher Thomas, qui est beau, c'est que en tant que bon professionnel, nous terminons la boucle que nous avons entrepris juste avant. Et oui, puisqu'en fait on a un épisode où on parle de justement ces jeux phares de coopération, ceux qui ont alors un exemple de ceux qui ont, puisque c'est jamais une liste exhaustive, marqué les joueurs et les joueuses. On a un épisode où en fait on a parlé notamment de comment est-ce qu'on organisait la coopération dans les jeux. Avec Apex notamment, Sea of Thieves, etc. Ouais. Écoutez l'épisode avant, vous verrez. Et du coup, on a un épisode où, pour le coup, c'était la remarque qu'on s'était faite sur Void Crew à l'époque. Donc, Void Crew, on est sur un jeu de coopération dans l'espace qui va rappeler Sea of Thieves pour les personnes qui connaissent, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, un peu Stargate SG1. Je trouve. Dans l'ambiance, c'est littéralement Stargate SG1, ouais. Jeu avec du coup la coopération. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur la fiche. Mais coopération de 1 à 4 joueurs où vous êtes dans un vaisseau avec chacun son petit rôle. Vous avez le pilote, l'artilleur et l'ingénieur. Et je sais plus quel autre rôle d'ailleurs. Pilote, artilleur, ingénieur et... Celui qui va partout, là, celui qui sert à rien. Je suis désolé, mais si vous avez joué le spécialiste. Le spécialiste, on va dire ça, l'homme à tout faire, exactement. Et le but va être du coup d'atteindre, de se balader un peu pour résoudre en fait les événements qui vont vous tomber dessus. Ouais, c'est ça. Et l'intérêt en fait de notre marque consistait à ce que, à la base, donc vous êtes sur un jeu vidéo où vous allez avoir différents postes. Et on s'organise donc avec différentes spécialités, chaque spécialité ayant un arbre de compétences. Donc si vous prenez les compétences de pilote et que vous ne faites pas la mécanique de jeu de pilote, bah, c'est un peu dommage. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment sur de l'optimisation là. Voilà, vous enlevez une bonne partie du gameplay qui normalement est là pour vous aider dans votre aventure. Mais toi tu y as joué en solo. Mm-hmm. Et ce que tu m'avais dit, c'était en fait en solo, les tourelles du vaisseau, vu qu'en fait on joue ensemble et en face on a l'IA du jeu, en fait quand on joue ensemble, potentiellement on se répartit les rôles, mais quand on joue en solo, on va tout faire, mais du coup les tourelles par exemple vont tirer toutes seules. C'est pas qu'on va tout faire, c'est que lorsque vous choisissez le vaisseau solitaire, donc c'est littéralement le nom du vaisseau et qui est fait pour une personne, c'est que d'autres rôles qui normalement sont assignés aux autres joueurs, donc par exemple les artilleurs pour les armes ou même les réparations, vont être donnés à un bloc d'intelligence artificielle qui va faire ça à votre place. C'est quand même des choses que vous pouvez obtenir durant votre aventure à plusieurs. C'est des modules que vous pouvez avoir. Mais par contre, solitaire, de base, vous les avez d'emblée. Et c'est là, justement, où ça nous pose un peu problématique, c'est que c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. C'est coopératif ça. À 1, c'est complexe. Enfin, ça n'existe pas, quoi. T'es obligé de compenser, et effectivement, on est obligé aussi d'avoir... c'est pour ça que à la place du pilote, vous avez en fait déjà le signalement des avaries, chose qu'en réalité c'est plutôt la personne ingénieure exactement qui va réparer. Donc en fait ça veut dire que quand vous êtes pilote, vous avez la vue extérieure du vaisseau, parce que sinon vous êtes en première personne. Alors c'est marrant parce que je parlais de Stargate, mais en fait c'est plus tard dans les saisons, parce que c'est pas le système de la porte des étoiles, c'est plus tard quand ils sont avec le Dédale. Oui, avec le gros vaisseau. C'est ça. C'est alors le Prometheus d'abord, le Dédale après. Bref. Mais toujours jusqu'à là. Voilà, c'est là où on sent un petit le fan. Mais toujours est-il que
effectivement, on a cette partie-là qui se retrouve aussi dans les jeux de société. C'est-à-dire que, et ça va questionner le thème d'aujourd'hui, puisque toi, Arthur, tu es game designer. Exactement. On aura l'occasion notamment d'en apprendre un peu plus sur le jeu sur lequel tu travailles actuellement. Comme ça balance. Bien sûr. Voilà, et ça, ce sera pour un épisode dédié, je pense. Mais ce qui va être intéressant, c'est que on a des jeux de société qui aujourd'hui vont se vendre de 1 à 4 personnes, par exemple, notamment donc forcément des jeux de coopération. Et l'une des particularités, là, j'ai joué à Cartaventura, par exemple, qui est un jeu qui est sur format boîte carrée. Vous ouvrez la boîte, c'est de 1 à 4 personnes, donc c'est censé être en coopération. Et vous allez avoir différentes thématiques selon les boîtes. L'une de mes favorites étant Cartaventura Lhasa, puisque vous jouez un journaliste, un traumatisé de la guerre, qui va se lancer sur les traces de Alexandra David-Néel, la première femme occidentale, même pas, la première femme, oui c'est ça, occidentale, à être initiée au bouddhisme tantrique, mais à atteindre la ville de Lhasa, etc. L'histoire est incroyable. D'accord. Les jeux Cartaventura se font systématiquement en coopération avec justement des recherches, voire même des fondations. Là, c'est la fondation Néel, ce qui fait que le livret n'est pas le livret de règles, le livret que vous avez dans la boîte. En fait, c'est le livret de la fondation qui vous donne le contexte historique. C'est génial. Ça fait toujours plaisir. Génial. Vous vous amusez et vous apprenez des choses. Exactement. Donc il y a ça, il y a Oklahoma. Donc moi j'avais joué à Viking notamment. Ok. Qui, avec le côté mystique. Avec le côté un peu mystique, avec le côté justement les tribus nordiques qui pillent et normalement si je me souviens bien vous devez défendre l'honneur de votre père ou l'innocenté. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais en tout cas la thématique était vraiment exceptionnelle et surtout les illustrations étaient très belles. Ouais. Même si ce sont des petites cartes, ça vous arrive en fait de plonger et justement de pouvoir les afficher en format paysage, en associant plusieurs cartes afin de vraiment vous plonger dans une ambiance très différente en fonction de la thématique que vous avez choisie. Tout à fait. Et c'est vrai que le principe en plus de la boîte est excellent. Les cartes, elles sont déjà triées dans l'ordre. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller lire pour apprendre à jouer pendant que vous jouez. Donc il y a pas de voilà. Et en plus, vous avez des cartes carrées qui vont former potentiellement une espèce de carte de la région où en fait chaque carte qui représente un bout de la région, comme un puzzle si vous voulez, potentiellement représente un choix de destination, un choix d'une personne à qui aller parler, et donc pour pouvoir faire avancer l'histoire avec les différentes fins possibles. Mais là du coup il y a la question, dans un jeu comme ça où c'est une question de choix, où se trouve la coopération? J'aime bien parce que du coup on inverse complètement les... T'as vu ça? En fait c'est moi qui vous présente l'émission depuis le début. mais au final c'est ce qu'on est en train de faire là aussi, c'est-à-dire que on présente quelque chose que tu pourrais faire tout seul puisque game designer, puisque tu as aussi l'habitude et que tu as toi aussi une expérience de ce jeu-là. La question qu'on a soulevée à ce moment-là et qui vraiment conditionne cette émission, c'est que à un moment donné, Cartaventura, on y joue à plusieurs, sauf qu'on peut y jouer tout seul avec entre guillemets aucun effet différent sur le jeu. Voilà. Donc, est-ce qu'on est toujours sur un jeu purement coopération ou est-ce qu'on est sur ce qu'on a déjà vu en commentaire sur internet, c'est-à-dire des faux coopérations, c'est-à-dire qu'en gros c'est un jeu solo qui se déguise en jeu multijoueur? Alors, qu'est-ce que toi t'en penses sur, par exemple, l'exemple de Cartaventura? Justement, de Cartaventura, comme on disait, et l'aspect coopératif, contrairement à plus des jeux de vidéo comme Apex, etc., ne va pas se faire dans le jeu, mais ça va être le joueur lui-même qui va amener, pour moi, l'aspect coopératif de la chose. Ça veut dire que, en effet, le jeu peut se faire tout seul, parce que, jusqu'à preuve du contraire, n'importe qui peut prendre une décision d'aller à droite ou à gauche, ou en tout cas de choisir les cartes et les éléments derrière. Tout à fait. Mais, dans Cartaventura, l'important, ça va être de choisir collectivement, d'avoir, en fait, cette importance du choix. Mais là où se pose une problématique, c'est que à partir du moment où ce sont les joueurs qui décident de la coopération, ça implique aussi que les personnalités des joueurs prennent le pas sur cet aspect coopératif. Et vous l'avez peut-être déjà vu dans votre entourage, voire même pas vous-même, vous avez surtout des profils qui ont des profils un peu de leader et d'autres des profils un peu de suiveurs. Et là se pose
une vraie problématique de coopération qui peut être beaucoup plus globale. Est-ce qu'on peut vraiment parler de coopération lorsque vous avez quelqu'un qui décide justement de la marche à suivre ? C'est ça, puisque en fait, dans le jeu, vous n'avez pas d'élément qui va vous permettre d'organiser votre partie de la prise de décision, votre partie de participation. C'est-à-dire que dans certains jeux, par exemple un jeu de coopération avec des cartes, ou même un jeu à plusieurs, je prends l'exemple de la belote ou du rami ou peu importe, vous interagissez avec le jeu, mais vous avez vos cartes, vous avez vos propres ressources. Donc que le jeu soit compétitif ou pas, à un moment donné, je joue avec mes cartes. Chacun a une main différente et peut interagir de manière différente dans le jeu. Exactement. Alors que là, on a toutes et tous les mêmes infos. Il y a personne qui a des infos supplémentaires, il y a personne qui a des jetons ou des trucs à jouer. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on se retrouve dans une configuration avec l'émergence potentielle des leaders. J'ai déjà vu des tables se jouer justement avec des personnes comme ça. Totalement. J'avais vu une espèce de table zombicide où en fait vous avez un jeu coopération où il faut collecter du matériel pour évidemment affronter des zombies et accomplir des objectifs. Et effectivement, il y avait une personne qui n'arrêtait absolument pas de dire à toutes les autres quoi faire, quelle arme utiliser, où aller, etc. C'est ça. Et là, tu te dis, l'organisation c'est bien, mais est-ce qu'on passe pas un peu à côté du plus important lorsqu'on fait des jeux de coopération, c'est-à-dire un peu le partage aussi de l'événement en soi. Voilà, tout à fait. Et j'ai presque trop anticipé parce que justement le partage de l'événement, c'est la question du jeu de coopération d'un côté et du jeu en groupe de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est en vraie coopération, ou est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas finalement dans un jeu solo. Pour prendre un exemple complètement opposé à Cartaventura, on a Massive Darkness 2, auquel on a joué toi et moi. Oui, exactement. Je vois que l'exemple te surprend. Oui, je ne pensais pas à ce jeu-là lorsque tu me l'as annoncé, mais reste très bon jeu coopératif. Une particularité, c'est qu'en fait, le principe du jeu, ça va être ce qu'on appelle un dungeon crawler à la Diablo. Globalement, si vous connaissez Diablo, vous connaissez Massive Darkness 2. Si vous connaissez Zombicide, c'est la même. Et si vous ne connaissez pas, vous avez des dalles qui vont représenter des lieux. Selon les scénarios, on enchaîne les dalles pour que ça fasse un lieu en particulier. Et on va avoir des classes de personnages dans un monde médiéval fantastique qui sont là pour rouler sur le jeu. Voilà. Il y a des jeux qui sont connus pour être difficiles, mais là, c'est pas le cas. Voilà, le but vraiment du jeu, ça va être Dungeon Crawler, c'est-à-dire d'explorer le donjon avant de pouvoir atteindre l'objectif principal. Donc le but va être de s'équiper d'armes et de compétences afin de pouvoir affronter les potentielles difficultés que vous allez avoir sur, du coup, le prochain donjon, les prochaines salles, etc. Et l'avantage, en effet, de Massive Darkness, et ce qui rend le jeu extrêmement assez coopératif dans son ensemble, c'est que chaque classe a vraiment une mécanique qui lui est propre, très spécifique. Ce qui fait que, en effet, techniquement, vous pouvez le jouer seul. Vous pouvez jouer une classe, on va dire, un peu générale qui va pouvoir faire tout et n'importe quoi. Par contre, à partir du moment où vous allez avoir des classes qui vont avoir vraiment des spécificités derrière, ça va être tout le potentiel du jeu qui va se voir multiplié par, justement, les autres classes, mais aussi les autres personnes avec lesquelles vous allez jouer. Et c'est là que l'émergence du leader est très difficile, parce que être en capacité de connaître toutes les classes, mais surtout les évolutions, sachant que chaque classe a globalement 2 à 3 directions générales. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que même l'équipement que vous allez avoir va pouvoir changer même votre façon de faire. Vous avez même certains événements qui vont même vous donner d'autres possibilités dans votre jeu, soit en réduisant des ressources, soit même vous donnant des compétences supplémentaires. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec toi, Thomas, c'est que en plus de cette multiplicité de possibilités par le joueur, le fait que chacun ait sa propre compétence va faire en sorte que du coup il puisse apporter sa pierre à l'édifice justement sur la façon de faire. Même si elle n'est pas forcément égalitaire, lorsque nous avons joué la partie tous les deux avec d'autres personnes, je jouais le barde, et en effet au début, c'est pas que je servais un peu à rien, mais pas très loin. On m'a donné des outils afin de pouvoir avancer dans cette partie, et à la fin, mais c'est presque moi qui faisais le plus de dégâts derrière, c'est moi qui pouvais faire le plus de possibilités. Avant le début de ton tour. Avant le début de mon tour, c'est ça aussi qui était beau. C'est important de le préciser aux gens, ça. C'est-à-dire que il finissait par écraser avec sa musique plein de
plein de groupes de méchants partout. Une bande d'ennemis, et ensuite, je pouvais commencer mon tour. Et vous aviez Thomas qui, par exemple, inventait des règles à chaque fois qu'il jouait. C'est faux, c'est absolument faux. C'est absolument vrai. Et c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en plus d'avoir de la coopération à l'intérieur même du jeu, c'est-à-dire vraiment pas forcément de l'interdépendance, mais en tout cas, le fait de pouvoir compter sur les autres pour pouvoir vous épauler dans votre tour pour accomplir cette quête, c'est qu'en plus, comme on vient de vous le dire, ça va créer des événements, ça va créer en fait une petite magie, ouais. Voilà, une narration qui va se faire non pas dans le jeu, mais à travers le jeu. C'est ça. Et ce qui fait que même 1 an après avoir fini la première campagne, en fait, on est encore en train d'en parler. On a encore cette espèce de référence commune en disant, tiens, Thomas il invente les règles, Arthur il joue avant son tour et ensuite il fait son tour. Donc en fait, ça crée un élément qui fait qu'on a eu une expérience commune, qui va être la base de la coopération, mais on n'est pas encore sur la coopération. La coopération, finalement, c'est l'idée qu'on apporte notre pierre à l'édifice avec, quelque part, une spécificité. Alors, évidemment, on a la partie joueur contre joueur en équipe, etc. Mais même au sein d'une équipe, qu'est-ce qui finalement va caractériser une coopération? On parlait notamment de Massive Darkness 2. Dans ces jeux-là, il y a une particularité, c'est que les jeux qu'on cite depuis le début de l'émission, en réalité, sont tous des bons jeux. C'est-à-dire que vous jouez à Carte Aventura, en vrai, on vous recommandera très chaudement. Ça reste toujours un excellent jeu à sa manière, en tout cas. Exactement. Et en termes de narration, ce qu'on en retire va être quelque chose d'assez intéressant parce que on parle de la différence entre justement l'interdépendance, où à un moment donné, on a quand même besoin potentiellement d'avoir des informations différentes ou d'avoir justement des capacités différentes. C'est le cas notamment dans l'adaptation du jeu vidéo Frostpunk, où en fait, quand vous installez le jeu, alors le jeu il est colossal à installer. Moi, il me prend 3 tables pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est 3 petites tables. C'est le genre de jeu qui va prendre toute votre cuisine et vous n'aurez pas assez de place pour pouvoir passer derrière. Vous avez le chien qui va tout refier. C'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, on est sur du post-apocalyptique glaciaire. Il va falloir s'adapter. Il fait extrêmement froid. Et normalement, on joue tout seul à ce jeu. Comment est-ce qu'on adapte ça sur un jeu de 1 à 4 jeu vidéo, vous allez jouer tout seul. Merci. En jeu vidéo, on va jouer tout seul. Comment est-ce qu'on adapte ça ? Eh bien, c'est simple. Dans les résumés des règles, selon qui joue quel poste, en fait, vous n'avez pas les mêmes résumés. C'est-à-dire que vous avez les résumés de règles qui vont concerner votre poste. Et l'intention de design derrière ça, c'est qu'en fait, c'est vous qui allez avoir l'info de quand votre poste intervient sur les différentes phases, et l'idée c'est d'instaurer en fait cette dynamique là pour les parties futures. Et du coup, vous parlez tout à l'heure justement du leadership dans lequel pouvait émerger ce genre de jeu. Là, ça va se faire, mais le leadership va se faire parce que vous êtes vous-même le seul connaisseur en fait de la mécanique, en tout cas de ce que vous pouvez faire à l'intérieur du jeu. Imaginez vraiment jouer avec 3 autres personnes. Vous savez ce que vous pouvez faire, quelles sont les possibilités qui vous sont données, mais vous n'avez aucune idée de ce que peuvent faire les 3 autres. Donc, lorsque vous avez une autre personne qui dit « Moi, je peux faire ça parce que ça », vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait, mais vous avez, entre guillemets, pas forcément confiance, mais vous n'avez pas vraiment le choix de faire confiance à cette personne quant à savoir à ses capacités à gérer cette situation, parce que, en fait, vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est ça, on est sur ces mécaniques-là où potentiellement, même si on pourrait interchanger finalement les rôles, puisque si vous lisez la règle globale, vous avez l'ensemble finalement des mécaniques. L'idée, c'est d'instaurer justement cette idée-là de complémentarité des rôles. Et ça va être quelque chose de très important, puisque c'est notamment ce qu'on va avoir sur du jeu de rôle. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on dit oui, mais Carte Aventura, c'est un jeu narratif où je pourrais prendre les décisions tout seul. Le jeu de rôle papier, il y a une personne qui va raconter l'histoire et les autres qui vont interagir avec. Techniquement parlant, la personne qui raconte l'histoire, elle pourra raconter toute l'histoire. Oui. Elle n'a pas besoin des autres. Et c'est là où la partie jeu va vraiment émerger, c'est qu'à un moment, il faut aussi une partie, on va dire, de mystère, de challenge. Et c'est là l'avantage du jeu de rôle, c'est que ça va pas être le jeu, donc le maître du jeu qui va dicter ça, il va avoir son petit fil rouge, mais ça va être les joueurs qui vont, par leurs actions et leurs décisions, décider
ensemble ou non. D'ailleurs, c'est même ça qui est beau, c'est que ils vont pouvoir décider du coup de la suite. Mais si vous avez quelqu'un qui décide, imaginons, de se séparer du reste du groupe, cela va créer d'autres opportunités à faire ensemble. Et c'est ça justement le gros bonus, on va dire le gros point positif que vous allez avoir avec les jeux de rôle, c'est que la partie se crée au fur et à mesure. Exactement. Et c'est là où ça va être, je trouve, assez fin en fait finalement dans cet épisode, c'est que dans l'idée, le jeu de rôle est souvent décrit comme une narration collaborative. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'interdépendance. On s'amuse moins si on est tout seul à raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, écrivez un livre. Ou juste regardez un film. Vous êtes acteur de vos actions. Vous n'êtes pas juste spectateur. C'est ça notamment qui différencie avec les autres styles de littérature ou cinématographique. Le jeu, vous êtes acteur de ces actions. Ça va être à vous de les amener. Et justement, c'est là où on va avoir le propos que j'aimerais aborder, c'est que on parle de collaboration, on parle de coopération, etc., qui sont deux notions qui sont assez différentes, puisqu'il y en a une qui, la coopération dont on parle depuis le départ, on a une idée de complémentarité des tâches, sauf que les autres, en termes de collaboration, on va plutôt avoir... alors j'aime bien parce que il y a le truc de Diablo 3 pour la coop, alors que ils vont aller sur du Sea of Thieves sur de la collaboration. Moi j'ai tendance à inverser les deux. J'aurais presque fait l'inverse. On est étant donné d'accord. que Diablo, ça va être plus un groupe que tu vas créer pour les besoins d'un donjon ou en tout cas d'un but, mais qui va se faire pas sur le moment, mais à des instants donnés, entre guillemets. Alors que Sea of Thieves, c'est l'exact opposé. Vous allez plus partir à l'aventure parce que vous avez d'autres personnes qui sont avec vous. C'est ça. Il y a une idée d'interdépendance, mais il y a aussi d'indépendance. C'est-à-dire que Sea of Thieves, il n'y a rien qui m'empêche d'aller sur un autre bateau et de le piquer. C'est ça. Mais du coup, est-ce que ça serait pas plutôt presque de la dépendance sociale ? Tu as besoin d'être avec des gens pour pouvoir vraiment apprécier le jeu et du coup pouvoir juste profiter pleinement de toutes les possibilités que t'offre le jeu, y compris de la manière coopérative. C'est ça. Pour résumer tout ça, c'est que quand on joue sur le canapé et que on joue à un jeu solo avec l'idée de allez, si jamais je meurs, je te passe la manette et on se passe la manette. À partir du moment où vous asseyez à côté de quelqu'un qui est en train de jouer et que vous commencez à donner des conseils, on a en réalité l'émergence d'une coopération. Parce que potentiellement, en fait, et c'est ce qui m'arrive quand je stream, quand je suis en live sur Twitch, avec la chaîne Indé Jeux, je joue et en fait, potentiellement, quelqu'un a vu une information que moi, je n'ai pas vue. Parce que je suis en train de switcher d'un écran à l'autre, je regarde un écran, puis un autre, etc. Et potentiellement, en fait, cette personne-là, elle va me dire, attention, il y a ça qui est en train de se passer. Ce moment-là, en fait, c'est un moment où je ne joue plus seul. C'est un moment où justement, potentiellement, quelqu'un arrive de l'extérieur en disant « Fais gaffe, là, c'est ça. Essaye d'aller à droite, une essaye d'aller à petite gauche. » tape sur l'épaule qui te dit « Fais attention à ça ». Et en effet, c'est comme tu le dis, c'est pas plus que le seul. C'est en soi, ça apporte donc sa pierre à l'édifice, ces petites tapes sur l'épaule, mais pas forcément de manière entre guillemets équitable. Dans le sens où, techniquement, il y a toujours un joueur principal et le reste qui va, on va dire, l'accompagner de manière secondaire. Mais la question, c'est, est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Oui, c'est ça. C'est que j'aime beaucoup cette fin d'épisode, je pense. C'est que, en fait, le moment de simplement jouer en groupe, potentiellement on pourrait simplement être chacun sur une table, sur une partie, et effectivement on a joué ensemble. Mais en fait, c'est comme les soirées jeux, typiquement, où chacun joue à son jeu de société. Mais en fait, typiquement, on n'a pas joué ensemble. La narration, elle fait que tu vas parler de ta partie, je vais parler de ma partie, mais on n'a pas joué au même jeu. Ce sont 4 histoires qui sont totalement différentes. Exactement, alors que Carte Aventura, on reprendra cet exemple-là, en fait, au moment où je joue, je suis devant la carte, mais en réalité, je suis pas tout seul à la lire. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées, et d'un coup, en fait, les décisions collectives qui vont se prendre à ce moment-là, en fait, c'est ça qui va créer aussi la partie de narration. C'est pas simplement les mécaniques, ça va être le moment donné, le moment partagé, qui va en effet créer la coopération, mais c'est tout qui va vous donner envie d'avoir cette coopération.
C'est ça, et c'est là où typiquement on pourrait prendre l'exemple final de Overcooked, où il s'agit sur une vue de dessus d'aller très vite pour pouvoir cuisiner en mode cartoon et de préparer des plats avec attention, la cuisine elle peut prendre feu et en même temps on peut se gêner vite avec le serveur et tout, sinon les clients s'en vont. Ça peut se jouer tout seul. En réalité, dans l'idée du design, je peux préparer le plat tout seul en me déplaçant, en passant. Je vais sur le poste où on coupe les tomates, puis j'apporte les tomates. Sauf qu'en réalité, le jeu, l'essence même du jeu, c'est le jeu à plusieurs. Et c'est surtout que, en fait, au final, c'est un jeu où on ne pourra pas vraiment jouer. Oui, on ne peut pas dire qu'on a joué à Overcooked si on y a joué tout seul. Parce que là, c'est de la véritable coopération. Parce que vous allez prendre plaisir à partager le jeu et l'événement en soi avec du coup d'autres personnes qui vous entourent. C'est ça, pour qu'un jeu en fait finalement soit simplement en groupe et pas en coopération, ça veut dire qu'en gros vous n'avez ni objectif commun, ni contribution commune, et qu'à un moment donné c'est comme si vous ne jouez même pas au même jeu. Et là, pour le coup, c'est un peu... on en vient à un jeu qui, en fait, étonnamment, serait dénué d'interaction. Typiquement, quelqu'un qui aurait le poste du leader, mais qui, à un moment donné... voilà, un Carte Aventura où, en fait, il y a une seule personne qui lit, qui décide et qui pose les cartes, effectivement... c'est quelqu'un qui joue tout seul. Donc la coopération, à un moment donné, la vraie différence, au final, est-ce que c'est pas les gens qui sont autour de la table avec des mécaniques de jeu qui justement sont des mécaniques communes. Ça peut aller là-dessus. Ce sont des mécaniques à partager, si on pourrait décrire ça. Des mécaniques en fait qui font dire tu peux le faire tout seul, tu peux faire le jeu à ta sauce, mais tu vas vraiment comprendre l'essence de la mécanique lorsque tu vas jouer avec des gens et lorsque tu vas partager du coup le moment donné. Et justement, c'est ce qui va se passer quand on joue avec Massive Darkness, etc. C'est que même un an plus tard, on se souvient toujours de l'histoire et on se souvient de la coopération. Même si c'est un très bon jeu, c'est même plus que ça, c'est un moment partagé. C'est ça, et la seule, finalement, la finesse au niveau du game design vis-à-vis de ces genres de jeux, c'est la question en termes de tâches, en termes de ressources en fait, comment moi j'interagis avec le jeu, est-ce qu'on est vraiment sur des tâches séparées ou est-ce qu'on est sur des tâches communes? Et du coup, la question c'est, est-ce qu'on laisse les personnes joueuses se séparer les tâches pour accomplir l'objectif commun, ou est-ce que d'office en fait les tâches sont déjà séparées par le jeu lui-même? Et c'est quelque chose qu'on peut du coup remettre sur Void Crew, du coup pour essayer de boucler la boucle. On l'a décrit comme un jeu qui en effet pouvait faire donner l'émergence de leader et qui n'était pas réellement coopératif, mais avec ce qu'on a dit, est-ce que c'est pas juste que cette coopération est différente que la définition qu'on s'est donnée à la base, même au début de cette émission? Oui, tout à fait, ouais. Et c'est là où potentiellement on a, j'adore les jeux coop, mais oui, ça se sent un petit peu par rapport au... mais c'est là où aussi on a potentiellement le questionnement de si vous n'aimez pas les jeux en coopération, c'est votre droit. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une expérience que vous avez eue où en réalité c'était une personne qui en faisait un jeu solo et non pas simplement comme on peut lire dans certains commentaires de gens qui disent ouais mais en fait c'est pas un vrai jeu multijoueur. En fait, en réalité, ça dépend de vous. C'est ça. Il n'y a pas réellement de vrais jeux multijoueurs. Par contre, il y a des joueurs multijoueurs. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a une certaine différence. C'est que le jeu va vous donner les outils pour faire de la coopération, mais ça va être à vous, en tant que joueur, de prendre en main ces outils afin de pouvoir vivre au mieux l'expérience qui peut vous être proposée. Et c'est ce qui fait que quand vous jouez à un jeu vidéo où vous êtes censé jouer en équipe et qu'il y en a un qui part de son côté sans donner d'informations, sans rien faire, etc. En fait, techniquement parlant, cette personne essaye de jouer en solo à un jeu qui, en fait, à l'origine, un peu comme un réalisateur avec son film, est pensé pour être multijoueur. C'est ça. Imaginez toujours quelqu'un qui est toujours sur le canapé qui va vous dire « Non, vous t'inquiète pas, je vais te passer la manip dans 5 minutes. » 2 heures plus tard, vous le regardez toujours en train de jouer. Oui, c'est ça. Et qui n'écoute pas les conseils. Évidemment. On connaît tout ça. Oui, c'est ça, ce fameux pote qui vous invite chez vous pour pas vous passer la manette. Exactement. Juste pour dire « T'as vu, moi j'ai ce jeu. » C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à Arthur pour... Merci à toi de m'avoir invité sur ces 3 émissions, en tout cas.
Exactement. Sur le thème de la coopération. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver tes jeux, puisque bon, je tease un petit peu. Hein. Mes jeux, vous pouvez la retrouver sur sur ma page Itch.io. En tout cas, le jeu sur lequel je travaille s'appelle, pour l'instant, Shell of the Coward, donc la coquille du lâche, si vous voulez la traduire brièvement, qui est un jeu roguelike RPG. Bah écoute, il me tarde de découvrir ça. Il me tarde de te voir découvrir ça. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt en tout cas.